Donc on commence, c'est parti. Alors je me présente, je suis François Galinou, je suis le président de ICPF. C'est un organisme certificateur qualité. J'ai 40 ans d'expérience professionnelle. Donc ça fait un peu peur, 40 ans. Au début c'est long, à la fin c'est interminable. Et je suis content que Massimino veuille prendre ma place grâce à son avidité et son ambition, voilà, pour lui céder. En fait, j'ai 4 phases dans ma vie professionnelle. La première, j'étais dans la banque et la finance qui mène à tout à condition d'en sortir pendant 2-3 ans. Ensuite, j'ai créé une première entreprise dans un domaine où je n'y connaissais rien. D'ailleurs, à l'époque, quand j'ai créé cette première boîte, en 90, je n'avais pas de compétences en marketing, je n'avais pas de compétences en management, j'avais aucune compétence qui soit utile directement dans une entreprise. J'avais une expérience de travail dans la banque, mais mes études, c'était du chinois, donc c'est pas très utile partout. Enfin, c'était bien vu en 90, et des sciences sociales. Alors, ça m'a plutôt bien réussi parce que au début, on était 2, et quand je suis parti en 2005, on était 240. Alors, par contre, j'ai pas fait fortune. J'ai gagné un peu d'argent, mais j'ai pas fait fortune. Et donc après, là, entre-temps, j'ai découvert la formation professionnelle et j'ai acquis des compétences en management, en négociation, en pédagogie, en standardisation, en normalisation, en qualité. Et là, je me suis dit, bon, je vais faire profiter de ce savoir-faire et je vais être conseil. Alors, je me suis dit, je vais accompagner les entreprises en tant que consultant. Alors, j'avais l'expérience parce que je me présentais, je disais, voilà, j'étais DG d'une boîte de 240 personnes. 10 ans avant, on était 2. Donc, j'ai eu du succès au départ, puis même tout le temps. Mais par contre, j'ai découvert le type d'entreprise avec qui je pouvais travailler, et c'était des entreprises qui marchaient très bien. C'est-à-dire que j'étais parfait comme consultant d'une boîte qui marche très bien. Par contre, si la boîte avait des vrais problèmes, là, j'étais pas bon du tout. Donc, je me suis spécialisé sur les entreprises qui marchent très bien. Et c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, une entreprise qui marche très bien, le PDG avec qui je travaillais, donc de 2 à 150 personnes, en fait, il a pas le temps, il est très stressé parce que ça marche bien, il voudrait que ça continue. Et par contre, il a un chéquier et pour lui, 5 000 euros, 10 000 euros, c'est pas de l'argent. Donc, il vous fait travailler et il peut même vous oublier dans sa boîte à 1 500 euros par jour pendant des mois. Et ça, j'aimais bien. Et puis, au bout d'un moment, je me rendais compte que les clients me viraient parce qu'en fait, à un moment, je ne pouvais plus me tenir. Il fallait que je fasse. Et donc là, ils n'aimaient pas ça parce que j'empiétais sur leur territoire. Et donc, un jour, je me suis dit, bon, il faut que je trouve un projet. Et c'est là où j'ai trouvé l'association ICPF, que je connaissais depuis 1995. Et ICPF, c'est une association qui certifiait les formateurs et qui faisait 30 000 euros de chiffre d'affaires par an. Alors, je me suis dit, c'est bien, il y a un challenge. Et donc, j'ai repris cette association et je me suis spécialisé. Je me suis dit, maintenant, tu vas avoir une vraie compétence. Je me suis spécialisé dans la qualité de la formation. Et je suis devenu l'expert mondial de la qualité de la formation francophone. Voilà. Et voilà comment... Enfin, s'il y a 2 mots qui peuvent me caractériser, c'est qualité et formation. Alors, je vais vous parler de l'ICPF, l'organisme que j'ai le plaisir de diriger. Le développement par la qualité dans les activités de formation, comment développer une activité, créer son business, avoir une vie meilleure en tant qu'entrepreneur dans l'activité de formation. Donc, au-delà des financements publics, comment taper du CPF, etc., c'est un sujet important, mais ce n'est pas le sujet majeur. Et ce n'est pas pour ça que vous devez vous engager dans la formation. Et ce n'est pas pour ça que la grande majorité des hommes et des femmes s'engagent dans la formation. Je vais vous faire montrer, vous donner des repères, comment se situer dans ce milieu-là. Et sachant que moi, je gagne très bien ma vie et j'ai bien réussi avec ça. La qualité, ça, je dirais, la preuve du concept, c'est qu'on peut gagner sa vie en se consacrant à la qualité de la formation, même un peu plus que sa vie d'ailleurs. Ça vous va? C'est bon? Des questions? Voilà. Alors l'ICPF, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? L'ICPF, c'est une entreprise qui a une forte croissance, qui aujourd'hui en 2023, ça fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2024, on va faire entre 7 et 8 millions. Et 40 collaborateurs, 18 auditeurs. On fait essentiellement des audits Calliope. Calliope, qui connaît? Calliope, bon voilà. Calliope, c'est
le nom le plus connu dans la formation professionnelle en France aujourd'hui, c'est la certification qualité qui a été proposée, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est une certification qualité qui est proposée par l'État et qui permet d'accéder au financement. Alors on est champion de la croissance, on est vraiment très très fort, voilà, et on fait partie de l'écosystème de la formation professionnelle. On adhère aux acteurs de la compétence qui est la fédération. Alors je vous donne un autre repère, c'est-à-dire que si vous attaquez un secteur, vous avez dans chaque secteur, soit la métallurgie, le service, il y a toujours des fédérations. Oui, il y a des fédérations, il y a des syndicats professionnels, et il faut toujours s'intéresser à ces syndicats professionnels parce que bon, ça ne sert pas à grand-chose, mais il y a quand même des personnes dedans qui s'intéressent, qui sont motivées, et le fait de les connaître, ça vous donne des repères pour progresser dans ce business. Alors pourquoi on connaît le succès ? D'abord, c'est qu'on est très attentif à la confiance de nos clients. Alors, on a la confiance de nos clients, on a la confiance de l'écosystème, et on a toujours travaillé sur la confiance. La confiance, ça veut dire que, surtout quand vous êtes entrepreneur, c'est que quand vous donnez votre parole, il ne faut pas la reprendre. Il ne faut pas dire à un client c'est écrit connard sur le contrat. Vous voyez, il faut être plus fin que ça. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Et quand on s'engage et que le client n'a pas compris, faut prendre sur soi. Il faut être capable de revenir là-dessus. Et c'est pareil avec les collaborateurs. C'est comme ça qu'on crée un climat de confiance. En revanche, il faut être intransigeant avec la qualité de son produit, intransigeant avec la qualité de son service. Il faut toujours faire un service qui est très standard, que le client peut maîtriser. En fait, le client, il préfère avoir McDonald's tous les jours qu'un 3 étoiles un jour et un sandwich pourri le deuxième, vous voyez. Il faut une qualité standard. Le deuxième, c'est une équipe. La clé du succès, c'est une équipe. Il faut une équipe de collaborateurs qui est en mouvement, qui vous suit, que vous fédérez, dont vous régulez l'activité. C'est ce que j'ai la chance d'avoir à ICPF. La moitié des collaborateurs, ils sont là depuis 8 ans. Ensuite, il y a un système de management. Bon, entre autres termes, c'est les processus. Il faut bien définir les activités de votre entreprise que vous devez mener pour réussir. Et ça aussi, c'est essentiel. Et à ICPF, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et ça nous permet de grandir. Et enfin, aujourd'hui, il y a quelque chose d'incontournable, c'est le digital. Donc nous, on a... au départ, je voulais que l'ICPF, ce soit le Louis Vuitton de la certification qualité. Parce que tout était fait à la main. Il y avait des classeurs. Oui, il y avait des... On faisait ça à la main. On auditait, on faisait du Word, etc. Et on a eu tellement de succès que ce n'était pas possible de gérer des classeurs à la main. Donc on a digitalisé. Donc aujourd'hui, on a une plateforme qui a coûté 3 millions d'euros et qui nous permet de traiter tout le process de certification. Alors aujourd'hui, quand vous commencez, vous avez des outils comme Notion qui permettent de décrire les processus. Vous voyez, ça, c'est très utile. En fait, il faut digitaliser les activités qui sont simples et répétitives. Pas digitaliser ce qui est compliqué. Ce qui est très simple, qui vous prend du temps. Voilà. Alors, j'entre dans le vif du sujet, développé par la qualité. Alors, ce qu'il faut comprendre dans la formation, c'est qu'est-ce que c'est que la formation aujourd'hui. C'est la première chose. Alors là, je vous ai pris la définition de l'INSEE. Bon, il y a des définitions officielles. En fait, ce qu'il faut voir déjà, c'est que la formation, il y a un élément central. Vous voyez, il y a vous, en tant que formateur ou en tant qu'entrepreneur d'un organisme de formation, et il y a ce processus, il y a cette trajectoire. Ah, mince, ça ne marche pas. En fait, cette trajectoire, vous voyez, c'est le parcours de vos stagiaires. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui monte en compétence, ce n'est pas vous, c'est le stagiaire. Et celui qui apprend, ce n'est pas vous, c'est le stagiaire. Vous faites un certain nombre d'actions, mais qui vont permettre à votre stagiaire, à vos clients, de monter en compétence. C'est pour ça qu'on parle de moins en moins de formation, même si ça revient toujours, parce qu'on aborde, c'est le nom consacré du domaine, mais en tant que professionnel de la formation, vous devez avoir l'idée de la montée en compétence et de dire comment je facilite la montée en compétences, l'acquisition de compétences de mes clients. Vous voyez ? C'est ça le mouvement, et que vos clients, ils vont acquérir, vos stagiaires, ils vont acquérir des compétences
non pas comme vous le voulez, mais comme ils le veulent. Ouais. Ça vous paraît clair? Ouais, on crée des conditions, la personne décide de se former, et si elle se forme, elle va se former, c'est elle qui apprend, ouais, elle décide d'apprendre, et c'est ces situations-là, ces environnements-là qu'il faut faciliter, et c'est ce qui amène au succès en matière de formation, c'est quand on fait ça. C'est-à-dire qu'on donne un environnement, des outils, des ressources à quelqu'un qui va se former, qui va accepter de se former et qui va le faire. Alors après, il y a le problème de la reconnaissance, c'est-à-dire qu'il est fort possible que la personne, elle apprend par elle-même, et en fait, elle arrive, elle dit « merci, c'était bien, mais si vous voulez, je peux vous donner des cours ». C'est-à-dire qu'il y a un manque de reconnaissance, parce qu'en fait, elle ne voit pas forcément ce que vous avez mis en place et fait comme effort pour qu'elle décide d'apprendre. C'est pareil pour les collaborateurs. Alors c'est dommage, parce que il y avait une animation qui nous a coûté 5 millions de dollars, et elle ne marche pas, mais voilà, il faut s'adapter. Donc en fait, vous voyez, il y a cette trajectoire, il va suivre son parcours à lui. Voilà. Donc c'est ça aujourd'hui que, après, ça doit faire 100 ans qu'on parlait de formation et aujourd'hui on parle de montée en compétences. Voilà. Et on identifie bien que c'est le stagiaire qui doit monter en compétences. C'est pour ça qu'on lui donne le CPF. C'est pour qu'il ait les moyens de se former à partir du moment où il l'a décidé. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la formation aujourd'hui? Il y a 3 tendances. Première tendance en France, on a le record mondial des organismes de formation. En Inde, il y a 10 000 organismes de formation. En France, il y en a 130 000. Cherchez l'erreur. En Allemagne, il y en a 6 000. En France, il y en a 130 000. Alors, pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, on est parti du principe, les partenaires sociaux, le gouvernement, ils se sont dit, en fait, il faut favoriser la créativité. Et il ne faut pas qu'en formation, des jeunes entrepreneurs, des créateurs d'entreprises, des personnes qui veulent arriver sur ce marché, ils aient une barrière. Voilà. Alors c'est l'inverse que ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Dès qu'il y a une réforme, on dit c'est pour supprimer les petits organismes de formation. Donc on sort Calliope, c'est pour supprimer les organismes de formation. Avant, il y avait une autre réforme, on dit voilà, c'est pour supprimer les organismes de formation. Moi, quand j'ai commencé, il y avait 40 000 organismes de formation. Donc vous voyez, la stratégie du gouvernement qui consiste à éliminer les organismes de formation fonctionne bien, puisque maintenant, il y en a 130 000. Voilà. Et donc, il y a de plus en plus d'organismes de formation, de plus en plus de personnes qui vont sur ce marché. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils réussissent. Il y en a beaucoup qui repartent, qui font une tentative. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que tout ça est sous-tendu par une demande. Il y a une très forte demande de monter en compétences. Qui ne veut pas monter en compétences? Est-ce que vous voulez monter en compétences? Voilà, tout le monde veut monter en compétences. Il n'y a pas de gens qui vous disent « Non, non, moi, je ne veux surtout pas... Voilà. Et qui ne veut pas former les collaborateurs? Ah non, mais moi, je ne veux surtout pas former les collaborateurs. Il n'y a pas un pays, il n'y a pas une entreprise dans laquelle on dit « Nous, on ne forme pas les gens ». Tout le monde veut le faire. Alors après, c'est comment on le fait et comment on le fait avec succès. Succès pour l'entreprise, succès pour l'environnement de l'entreprise et succès pour le salarié qui va accepter de se former. C'est là où on se rend compte que le seul moyen de maintenir ou d'élever son niveau de vie, c'est la compétence, c'est la montée en compétence. Et donc, c'est après comment on construit des systèmes de reconnaissance des compétences qui permettent aux collaborateurs de démontrer sa valeur, d'en apporter, et inversement. Mais il y a une forte demande, et cette demande, elle progresse dans tous les pays du monde constamment depuis 40 ou 50 ans. Il y a la demande de formation, et elle est de plus en plus précise. C'est-à-dire que le stagiaire, il sait de plus en plus ce qu'il veut, l'entreprise sait de plus en plus ce qu'il veut, il y a une progression. C'est pour ça que c'est difficile à suivre en formation, parce que les exigences qualité augmentent. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui l'émergence de standards qualité, notamment Calliope, parce qu'en fait, on arrive de mieux en mieux à savoir ce qu'on veut, à dire ce qu'on veut en matière de montée en compétences. Alors qu'avant, on disait, bon, tu vas à l'école, tu vas te former, tu sortiras, tu seras formé. Puis bon, on se rend compte que ça met longtemps, mais au bout de 50, 60 ans, on se rend compte que bon, bah là, les jeunes diplômés, ils sortent d'école, mais ils ne sont pas forcément compétents. On a des problèmes de formation dans l'entreprise, bon, ils ne sont pas forcément compétents. Alors en France, à la différence des autres pays du monde, on a décidé depuis longtemps d'investir massivement dans la formation. Donc de faire on a un système particulier avec des financements,
mais aussi ils ne font pas que financer, ils gèrent la qualité de la formation. Mais le point clé, c'est les financements. Donc vous avez 14,6 milliards annuels de subventions nettes. Donc on est 130 000, enfin ils sont 130 000 dessus. Et vous voyez, même divisé par 130 000, ça reste, voilà. Sachant que à peu près 80% des 130 000 palpent 80% des financements. Donc ça va bien pour certains. Et c'est... Bon, vous avez différents types de financements. Vous avez des financements de type CPF, c'est à peu près 2 milliards. Ça, c'est un nouveau marché où là, il faut aller chercher le stagiaire directement. Et il vous paye avec un système type ticket restaurant. Voilà. Ensuite, vous avez les OPCO qui vont financer les formations dans certaines entreprises, voilà, les entreprises adhérentes. Et vous avez Pôle emploi qui fait des formations pour les chômeurs. Donc, ça, c'est les trois grands domaines. Donc, c'est un secteur qui progresse beaucoup. C'est un secteur où il y a une particularité, c'est qu'il n'y a pas de grandes entreprises. Est-ce que vous connaissez l'organisme de formation qui fait le chiffre d'affaires le plus important en France, à votre avis? Ségos? Non, Ségos, ça fait 170 millions maximum et ça perd de l'argent. L'entreprise qui fait le chiffre d'affaires le plus important, c'est AFPA, avec 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, et qui perd de l'argent, qui est un service public maintenant, vous voyez. Il n'y a pas d'entreprise qui fait... Il n'y a pas d'ETI. Plus d'1 milliard d'euros, ça n'existe pas. La plupart des entreprises, vous voyez, sur les 130 000, vous en avez 50% qui font moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Beaucoup de petites boîtes qui se lancent, etc. Il n'y a pas de grandes entreprises. Il y a des PME, certaines sont solides, 130, 140, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais il n'y a pas de grandes entreprises, vous voyez. Par contre, c'est un secteur très créatif, parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Ça va sur le jeu? Ça va? Des questions? C'est bien, certains d'entre vous réagissent, ça fait plaisir. Alors, l'amélioration. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que c'est que donner des repères maintenant sur la qualité? Donc, le premier, c'est le PDCA. Qui a entendu parler du PDCA? Ouais, excellent. Bon, voilà. Donc, le PDCA, c'est un état d'esprit. Alors, c'est un principe qui dit qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser une situation, on va faire un plan. On va dire, voilà comment les choses doivent être faites. Ensuite, on va les faire. Et ensuite, on va revenir par rapport au plan et on va voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est la phase de check. On va sortir une synthèse. Dans cette synthèse, il va y avoir deux tas. Un tas de choses qui ont bien marché et un tas de choses qui ne vont pas bien marcher. Ce qui n'a pas bien marché, on va analyser l'étendue, c'est-à-dire on va regarder qu'est-ce qui n'a pas marché, est-ce que ça a un impact, quelles vont être les conséquences. Ensuite, on va analyser les causes, pourquoi ça n'a pas marché, on va supprimer les causes, on n'aura plus de problème. Mais on ne fait pas que ça. On prend le tas de ce qui a marché, et là, qu'est-ce qu'on fait? On améliore, ouais, mais surtout on communique, on fait savoir ce qui a marché. Et on communique. Voilà. Donc ça, c'est le PDCA, ça existe depuis une centaine d'années, et c'est comme ça qu'on va... C'est comme ça qu'on va raisonner en tant que manager si on intervient dans la qualité. Donc ça, c'est un outil qui peut servir pour gérer vos to-do list. Tous les jours, vous utilisez ça. Alors la question, la voilà. Alors, comment on structure une activité de formation et le secteur de la formation est porteur? Alors la première question, je vais y répondre. Le secteur de la formation, il est porteur. Il y a énormément de demandes. Il y en a de plus en plus. Donc, il y a des opportunités. Il faut savoir les prendre. Il y a des succès. Voilà. Alors, comment on structure? Je dirais déjà, ce qu'il faut avoir, c'est une vision du marché. C'est-à-dire que quand vous êtes sur ce marché-là, vous êtes dans la formation, vous dites, voilà, vous avez... il y a encore 10 ans, pour être formateur, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il fallait faire pour être dans la formation? Pardon? Voilà, il fallait demander un numéro de déclaration d'activité, qui est une démarche administrative. Ça prenait 2 heures. Et là, vous receviez un papier. Et ce papier, il y avait un numéro de la préfecture qui vous dit, voilà, on vous délivre un numéro de déclaration d'activité. Vous dirigez désormais un organisme de formation. Et donc, ce jour-là, vous étiez choisi, vous étiez l'élu, et vous deveniez organisme de formation.
Moi, j'ai reçu le mien en 90. À l'époque, je faisais de la formation. Ben, ce jour-là, j'ai appelé ma mère. Voilà, ça vous tombe dessus. Alors, quand vous faites plombier, ben, il n'y a pas d'autorisation pour être plombier. Quand vous faites boulanger, il n'y a pas d'autorisation. Vous avez un CAP de boulanger, vous pouvez... Voilà. La formation, ce n'est pas pareil. Il faut demander l'autorisation de l'État. Et l'État, il vous la donne. Et donc, ce jour-là, la grâce vous tombe dessus. Alors, une fois que vous avez ça, c'est comment je vais développer. Alors là, je dirais, je vous rassure, c'est le sommet intellectuel de cette conférence. Après, c'est plus standard. Vous allez recevoir des messages. Parce que la formation, c'est comme le football. Personne n'y connaît rien, mais tout le monde en parle. Et donc, on va vous dire d'innover avec la pédagogie. Donc là, il faut se méfier, parce que la plupart des innovations pédagogiques, ça existe depuis 40 ans. Donc, on les recycle. Et en fait, à un moment, vous avez un formateur, il suit une formation pédagogie, et lui aussi, le lendemain, il se dit, je suis touché par la grâce, j'ai suivi une formation de 2 jours, maintenant je suis un expert en pédagogie, et il vous donne des leçons. Alors moi, ça fait 40 ans que je les entends, hein, j'y fais plus attention, mais vous allez recevoir ça. Ensuite, on va vous dire, mais il faut faire un truc en ligne, la technologie, les outils, Notion, fait une plateforme digitale, etc. Et là, je sens bien Massimino là-dessus, vous voyez. Et bon, là aussi, c'est pareil, la formation en ligne, c'est 20% du chiffre d'affaires, et c'est pas ça qui... Il y a beaucoup d'investissements là-dedans, mais aujourd'hui, ça ne marche pas très bien. C'est un peu comme le télétravail. Tant que tout le monde y croit, ça va à peu près, mais quand on regarde vraiment ce que ça rapporte, ce n'est pas extraordinaire. Après, on va vous dire, mais tu es formateur, très trop dans la technique, tu fais trop attention au contenu, il faut que tu ailles tirer les sonnettes, il faut que tu fasses du marketing, il faut que tu améliores tes PowerPoint, de la communication, du marketing, du commercial. Alors, en formation, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, il faut être présent dans un écosystème, il faut avoir un territoire, il faut qu'on vous reconnaisse. Et c'est pour ça que les fédérations, c'est important. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans un cercle connu, de gens qui vous connaissent, qui vont vous dire, OK, toi dans la bande, tu es le formateur, ou toi dans la bande, tu es l'organisme de formation, vous risquez de... il ne suffit pas de démarcher pour avoir des clients. C'est un peu plus compliqué. Alors après, il y a la terreur... c'est attendre, surtout attends, ça va venir, attends, il y a une réforme, attends, il y a une technologie qui va arriver, attends, il va y avoir la certification Calliope, après ce sera facile. Donc il y a toujours une bonne raison quand on est dans ce business-là d'attendre. Alors quand vous êtes entrepreneur, quand vous n'avancez pas, vous reculez. Alors il y a une seule voie, c'est la voie que j'ai pratiquée, hein, c'est la qualité. C'est-à-dire que vous devez définir des standards qualité, vous définir des objectifs qualité et vous accrocher et dire, voilà, moi, je vais faire de la qualité. Et vous allez voir passer des tas de gens sur ce business-là. Vous allez avoir vos collaborateurs ou vos amis qui vont vous dire, ah là, t'es mort, il y a une nouvelle technologie qui est sortie, t'es mort. OK. Et vous serez là dans 2 ans pour lui dire, bah non, elle est où, la nouvelle technologie, vous voyez. Il faut prendre de l'avance, il faut travailler sur la qualité, la satisfaction de ses clients et apporter, je dirais, avoir une démarche de fond. Voilà. Alors, quelles sont les démarches de fond possibles? Alors, en formation, vous avez cette voie de la qualité. Alors, la première marche, le rez-de-chaussée, c'est de vouloir le statut. C'est-à-dire que vous voulez être entrepreneur, vous voulez être entrepreneur de la formation, vous voulez former. Alors ça, il y a des milliers de personnes, hein, tous les gens, des milliers de professionnels qui ont ce goût de former, et ça se voit tout de suite. Ils ont envie de former. C'est une vocation. Et donc, ils se disent, voilà, moi, je veux former. Alors, certains vont s'engager, ça va durer 3 mois, et ils vont découvrir qu'en fait, ils ne voulaient pas vraiment former. Bon, voilà. Certains ils ont choisi ça par dépit. Beaucoup de cadres, vous êtes au chômage, on vous dit, tiens, tu devrais être formateur, ou tiens, tu devrais être consultant, parce que c'est un statut sexy. Vous voyez, vous êtes au chômage, je dis, je suis au chômage, c'est pas terrible. Je suis consultant, c'est mieux. Voilà, moitié des consultants sur le marché, ils sont au chômage, en fait. Et donc, ils vont travailler très peu de temps. Mais ils ont toujours le statut. Vous voyez, revendiquer le statut de consultant, voilà. Comme revendiquer le statut de formateur, c'est simple et facile, parce que vous avez une formalité administrative assez simple, et vous avez Calliope, c'est pas cher. Donc, assez vite, en 1 mois, vous avez un organisme de formation, et vous avez Calliope. Ouais. Alors, c'est un statut, ça pose. Vous communiquez, vous êtes sur les réseaux sociaux, etc. Donc, après, il faut que les clients arrivent.
La première marche, aujourd'hui, qui est une marche qui était avant fondamentale, maintenant elle est vraiment de plus en plus administrative, c'est le numéro de déclaration d'activité. C'est-à-dire qu'en France, vous avez des subventions. Et donc, on a créé un système d'identification pour pouvoir suivre les fonds publics. Donc, c'est pour ça que le ministère du Travail et de l'Économie, au sein des DRETS, vous délivre un numéro de déclaration d'activité, que vous soyez sous-traitant ou organisme de formation. Et ce numéro de déclaration d'activité, il est obligatoire. Si vous ne l'avez pas, c'est 4 500 € d'amende. Donc, vous devez avoir ce numéro de déclaration d'activité. Ça va permettre de suivre les financements publics. Ils vous retrouvent, s'il y a une subvention, on ne sait pas où elle est partie. Excusez-moi, il n'y a pas deux numéros maintenant, la grillette, c'est avec le NDA, et encore un autre truc, non? Il y a, pour les CFA, il y a un autre... voilà, mais pas... Non, sinon, il n'y en a qu'un. Déjà, c'est compliqué, mais il n'y en a qu'un. Ouais. Alors ensuite, vous avez la certification Calliope, sur laquelle je vais revenir, qui est aujourd'hui, c'est une marque connue. Les entreprises la connaissent, etc. Et ça, c'est le niveau standard. Alors, ça ne vous permet pas de vous distinguer, et ça permet de faire accéder vos clients au financement public. Ça vous permet d'émettre une convention de formation, donc soit avec Pôle emploi, d'être référencé au CPF, ou d'être référencé par les OPCO. Et en fait, les OPCO, c'est des organismes financeurs. Ils reçoivent de votre client la demande de financement. Ils voient que c'est vous l'organisme de formation. Ils checkent sur la base. Ils voient que vous avez Calliope. Ils acceptent la demande. Donc ça, c'est une révolution par rapport à ce qu'il y avait il y a 3-4 ans. Où, enfin, il y a 7 ans, le NDA suffisait. Voilà. Donc on a dit, on va mettre Calliope, il y aura moins d'organismes de formation. Alors on a mis Calliope, il y en a plus. Mais maintenant, c'est Calliope. Alors l'avantage, c'est que Calliope, c'est une marque connue, parce que le NDA, en fait, vous n'avez pas le droit de communiquer sur le NDA. Ce numéro n'est pas un agrément. Donc en fait, ça ne reconnaît rien du tout, le NDA. Par contre, Calliope, ça reconnaît l'aptitude de l'organisme à faire une prestation de qualité. Mais ce n'est pas fini. Après, vous avez le CPF, oui. Oui, organise. Alors, sauf sur le CPF, où il y a un truc en plus, mais vous êtes... les OPCO, ils vous voient, et donc ils acceptent vos demandes. Pôle emploi, après, il faut avoir des programmes... Enfin, Pôle emploi et le CPF, la Caisse des dépôts, qui gère ce truc, eux, ils vont agréer des programmes. Donc après, il faut avoir des programmes. Voilà, mais un OPCO, il prend. Voilà. Alors, la troisième marche, c'est de faire référencer votre offre de formation pour qu'elle soit certifiante. Ça veut dire que là, il faut passer un accord avec un certificateur professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui va émettre des diplômes, qui est sur la liste de France Compétences. Vous me suivez tous, voilà. Parce qu'après, je pose des questions. Hein, voilà. Et là, si votre programme il est référencé par la Caisse des dépôts, avec le certificateur, vous vous présentez sur le site Ma Formation... Voilà. Et là, vous recevez des inscriptions et vous payez une quote-part au certificateur professionnel et vous lui envoyez des stagiaires qui vont se présenter à son examen. Donc ça, c'est le CPF. Ce qui est nouveau dans le CPF, c'est qu'on va aller chercher des personnes physiques, des clients directs, des stagiaires, et on va les prendre un par un. Mais ils ont des budgets entre 500 et 2 000 €, voire 3 000 €, voire 4 000 €. Donc ça va assez vite. Voyez. Alors la quatrième marche, après, il faut se distinguer. C'est-à-dire que c'est un monde concurrentiel et Calliope, ça ne permet pas à un formateur de valoriser son expertise. Calliope, c'est standard des organismes de formation. Donc pour développer... Pardon ? Quels sont vos conseils par rapport à ça? Moi, j'ai par exemple, ça fait 20 ans que je fais de la formation, j'ai un numéro NDA. Oui. Mais je n'ai pas Calliope, donc je n'ai pas les financements, mais je fais quand même de la formation sans Calliope. Oui, tout à fait. Je m'interroge sur payer les X 1000 € pour avoir Calliope. Après, la suite, c'est pareil, on ne sait pas. Enfin, quels sont les arguments? Parce que ça, on peut l'avoir sur Internet. Enfin, ce qui est intéressant, c'est aussi votre avis. Oui. Qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Combien ça coûte? Enfin, vous voyez? Parce que sinon, c'est de l'info brute, mais... Oui. Qu'est-ce que ça apporte? Quand on est... Oui, voilà. Voilà. Alors, la question, c'est parce qu'en fait, il y a d'ailleurs 200 000 formateurs en France. Hein, donc, chaque formateur a sa préoccupation, sa situation propre. Mais dans les grandes... vous avez des personnes qui font la formation comme activité secondaire.
donc ils vont en faire ponctuellement, et qui veulent... Et après, il y a deux voies. C'est soit je veux développer mon expertise, mais rester tout seul, ok, soit je veux créer une entreprise de formation, avoir des collaborateurs, etc. Voilà. Donc, si c'est la voie 2, Calliope, c'est indispensable et il vaut mieux le faire le plus tôt possible, parce que c'est ce qui vous permet d'être vu comme un organisme. Okay. Si vous êtes sur la voie « je veux rester indépendante », là, ça peut être... Bon, Calliope, c'est un plus que, de mon point de vue, je ferai, si on fait que ça, hein, si c'est la seule activité qu'on a, parce que ça crédibilise quand même dans une certaine manière. Par contre, après, je me lancerai dans la certification pro pour avoir une démarche en tant que personne physique. Ouais, je vais... Parce qu'en fait, qu'est-ce qui permet... Je vais y revenir après, mais qu'est-ce qui permet à un formateur d'augmenter son niveau de compétence en tant que formateur, de votre point de vue? La formation. Voilà. L'inconvénient de la formation, c'est quoi? Je suis formateur, j'ai 10 ans d'expérience, je fais une formation. Quel est le problème? Pardon? Ça me permet de me mettre à jour, oui. Donc ça veut dire que je ne l'étais pas. Quel est le problème? Elle est payante, oui. Il faut dépenser de l'argent, ouais. Ça prend du temps, ouais. Voilà, il faut trouver une formation meilleure que son niveau actuel. Ben, je peux vous le dire, moi, aujourd'hui, j'y arrive plus. Il y a un moment où on a un certain niveau d'expérience, un certain niveau de professionnalisme, que ce n'est pas une formation de 2 jours, 3 jours qui va changer la donne. Vous voyez, c'est-à-dire que quand vous faites une formation, quelque part, vous revenez au départ et vous vous présentez comme un débutant. Et beaucoup de formateurs ne se rendent pas compte qu'ils mettent, voilà, j'ai suivi une... Il y a des badges aujourd'hui. Donc le formateur, il a 10 ans d'expérience et il communique sur des badges qu'il a eus. Mais chaque fois qu'il publie un badge, ça veut dire qu'avant, quel était son niveau de compétence? Vous voyez, ça ne rend pas compte du niveau d'expertise, du niveau de professionnalisme que vous avez, votre capacité à faire quelque chose. Ouais. Ouais, je vais y venir. Je vais y venir, je vais en parler sur Calliope. Alors, certification ICPF Pro, ça c'est votre dimension en tant que professionnel de la formation, professionnel du conseil, c'est-à-dire que c'est vous qui faites la mission. Donc ça c'est adapté, soit si vous avez des collaborateurs en tant qu'entrepreneur, soit vous, quelle est la démarche qualité dans laquelle je vais m'intégrer, ouais, qui me permet de dépasser le stade de l'auto-certification, c'est-à-dire je suis bon. Et ensuite, pour votre organisme, il y a l'ISO 9001 ou l'ISO 21001. L'ISO 9001, c'est la certification qualité qui concerne toutes les entreprises. Tout le monde la connaît. Alors, c'est peu développé dans la formation professionnelle. Et l'ISO 21001, c'est une norme ISO qui est adaptée aux organismes de formation. Mais elle est moins connue. Voilà. Oui. Pas forcément, non. Non, vous pouvez. Enfin, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des personnes qui passent directement du rez-de-chaussée et qui vont tout de suite à la 4e marche. Vous avez des personnes qui vont au rez-de-chaussée, qui vont tout de suite à la 2e marche. On les ramène à la première parce que pour délivrer Calliope, il faut le NDA. Et aujourd'hui, le NDA est beaucoup moins vu qu'avant. Personne ne sait ce que c'est. Alors qu'avant, tout le monde savait. Maintenant, le NDA, on s'en rend compte quand on veut avoir Calliope. Voilà. Et après, vous avez le CPF, vous avez des personnes qui veulent aller tout de suite au CPF et on les renvoie au NDA, à Calliope, etc. Donc eux, ils sont souvent déçus parce que ça prend 3 ou 4 mois avant de... Enfin, arriver sur le CPF aujourd'hui en tant qu'organisme, c'est entre 3 et 6 mois, voire plus. Oui. Et bon, ils étaient tellement nombreux à venir que l'État en avait marre de se voir taxer son pognon. C'est bon? Je continue? Je suis dans les temps, Simino? Ça va, voilà. Alors, la certification pro. Donc, donc aujourd'hui, CPF, c'est à peu près 1200, 1500 certifiés pro. Donc, c'est pas 10 000, c'est pas 20 000. Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de consensus aujourd'hui. Les clients ne valorisent pas le fait que vous soyez dans une démarche qualité. Donc, ça répond en partie à votre question. C'est-à-dire que le client, lui, il découvre qu'il y a une certification qualité avec vous, comme il découvre la plupart du temps que Calliope, ça existe. En fait, vous, quand vous êtes acteur de la formation, vous allez découvrir que Calliope existe ou la valeur de Calliope si vous avez un client qui a
soit des attentes particulières, c'est-à-dire qu'il a mis dans son cahier des charges qu'il prenait que des organismes Calliope. C'est le cas de certains organismes de formation, c'est le cas de certaines grandes entreprises. Soit il a mis dans son cahier des charges qu'il y avait une certification qualité, et vous, généralement, quand vous le découvrez, c'est trop tard. Donc la certification pro, on peut s'en passer aujourd'hui parce que le marché n'est pas forcément mature sur ce point-là. On n'a pas encore compris que pour faire une formation réussie, il fallait avoir un formateur engagé dans une démarche qualité. Le secteur français aujourd'hui fonctionne où il n'y a pas d'exigence très forte sur l'intervenant. Malheureusement, hein. Alors, ça va venir, mais pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas comme Calliope ou Calliope sur l'organisme. Là, c'est beaucoup plus prégnant. C'est-à-dire la plupart des organismes, vous n'avez pas Calliope. La plupart des entreprises, vous n'avez pas Calliope. Pas uniquement pour une question de financement public, mais ils ne vont pas vous prendre parce qu'ils veulent un certificat Calliope. Alors, ce référentiel, c'est entre 800 et 1 500 euros à l'initial, et ensuite, c'est 110 euros par an. Et donc, c'est une démarche qualité qui vous permet de valoriser en fonction de 8 critères. Le premier, c'est l'identité, c'est-à-dire qu'on vous identifie. Le deuxième, c'est la fonction, consultant, animateur de formation, concepteur. Le niveau, la durée d'expérience réussie dans la fonction. Depuis combien de temps vous formez sur le management? Avec succès. Voilà. Le domaine, le management dans l'industrie pharmaceutique. La démarche qualité que vous suivez. La déontologie, je m'engage, j'ai une charte déontologique, je m'engage à ne pas débaucher les collaborateurs de mon client, je m'engage à ne pas faire concurrence à mes clients, je m'engage sur la confidentialité. Les résultats obtenus et les publications, les ouvrages, les supports de cours que vous avez fondés. Et là, donc, c'est un dossier que vous remplissez, l'auditeur audite ce dossier, le valide, et si le niveau est requis, vous avez la certification qui est délivrée pour 3 ans. Donc ça, c'est la démarche, vous voyez, qualité du formateur, qui existe depuis 30 ans, et qui vous permet de dire, moi, je suis en démarche qualité. Ce n'est pas moi qui dis que je suis bon, ce n'est pas mes clients qui disent que je suis bon, c'est l'ICPF qui dit, voilà, ça, je sais le faire. Oui, ça vaut le coup. Oui, ça vaut. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que moi, je peux vous dire que bien sûr que ça vaut le coup. C'est moi qui le vends. Mais non, mais ça vaut le coup. C'est-à-dire qu'il y a 1500. Aujourd'hui, vous avez 1500 formateurs qui s'engagent dans cette demande, que la demande elle est croissante et qu'on voit qu'aujourd'hui, Calliope permet de, d'attester de la capacité de l'organisme à faire de la qualité. Mais en fait, qu'est-ce qui atteste de la capacité du formateur à réaliser une prestation de qualité? Il n'y a que ICPF Pro. Donc, c'est la seule chose qui existe. Après, ça va dépendre de votre stratégie. Soit vous voulez aller vers l'expertise. Si vous allez vers l'expertise, c'est-à-dire que je suis formatrice, je vais le rester, il faut le prendre. Enfin, voilà, faut le prendre. Si vous allez vers l'organisme, il faut plutôt faire Calliope d'abord. Voilà. Alors, pour être un expert... Ouais. Oui, je vous en prie. Comment vous faites avec les organismes justement pour faire en sorte de bien identifier, par exemple, un formateur? Est-ce que c'est bien lui qui a créé tous ces supports, etc. En fait, c'est l'audit, oui. Alors, oui. Ça fait 30 ans qu'on fait ça, donc on a un certain nombre de dispositifs. Mais en fait, là, ce que vous évoquez, c'est la possibilité que ce ne soit pas ces supports. En fait, comment est-ce que vous arrivez à identifier au sein d'un organisme que cette personne est experte vis-à-vis... Parce qu'elle apporte des preuves. Parce qu'en fait, on demande un faisceau de preuves. Et donc, les preuves doivent être cohérentes entre elles. Donc, c'est assez compliqué de démontrer sur plus de 10 ans pour les experts que voilà, sur l'identité, ils sont béton, sur les diplômes, ils sont béton, sur la formation, ils sont béton, sur les missions, etc. Donc, il y a un faisceau de preuves. Et donc, c'est comme une botte de spaghettis, quoi. C'est-à-dire que vous voyez, on a du mal à la casser parce qu'il y a plusieurs fils. Alors, pour devenir expert de Calliope, vous avez, et faire du conseil sur Calliope, vous avez deux documents à maîtriser. Le guide du référentiel qualité, donc le document de gauche, et la foire aux questions. Alors, ce que je constate, moi, c'est qu'il y a très peu de formateurs qui lisent et qui savent lire. Et donc, là, je vous donne un tuyau, vous me demandez des tuyaux concrets. Déjà, vous étudiez ces documents, vous les connaissez par cœur. Déjà, vous en saurez plus que 80% des professionnels de la formation qui n'ont pas lu ce document et qui vont à tâtons. On a perdu un peu le sens de l'étude, je dirais.
Mais bon, c'est peut-être parce que je suis trop vieux que je dis ça, mais voilà. Alors, Calliope, c'est une certification qualité unique. Donc, il y a eu un groupe de travail avec les fédérations, les ministères, les syndicats professionnels. Ils ont bossé pendant 1 an et ils ont sorti des critères qualité. En France, vous avez une réglementation qui garantit aussi la qualité. Donc, vous avez une couche réglementaire et Calliope, c'est la couche au-dessus, couche qualité. Alors, ça veut dire que vous avez aussi un autre document de 30 pages qui s'appelle le guide des organismes de formation à maîtriser. Et là aussi, vous en saurez plus que 80% des professionnels de l'information en activité. Alors, la certification qualité, elle est délivrée par des organismes comme le nôtre. Il y en a 30 en France. Et on est contrôlé par une entité qui s'appelle le COFRAC. Le COFRAC, c'est un organisme qui contrôle tout ce qui est la qualité sensible, vous voyez, les examens médicaux, l'industrie nucléaire, c'est contrôlé par le COFRAC. Calliope est obligatoire si vous voulez que vos clients bénéficient des fonds publics. C'est une certification qui est délivrée sur un cycle renouvelable de 3 ans et c'est 1 200 € pour l'avoir et ensuite 500 € tous les ans pour la garder. Donc en fait, il faut... Alors ce qu'il faut comprendre pour la rentabilité, c'est la question, voilà, c'est que ça vous permet de recevoir des demandes. Parce qu'en fait, les clients, et donc ça répond aussi à la question de madame, tout à l'heure, qui se posait des questions, est-ce que ça vaut le coup Calliope? En fait, si vous n'avez pas Calliope, un client ne va pas vous soumettre certaines offres parce qu'il sait que vous ne pouvez pas obtenir de financement. Donc, il ne vous présente pas ses demandes. Si je vous dis que 100% des entreprises veulent obtenir des financements publics, ça paraît logique. C'est-à-dire qu'il y a des subventions. Aucun DAF, aucun gérant d'une entreprise va dire « Moi, je vais pas demander les subventions ». Dans certains cas, les entreprises, c'est galère quand vous êtes patron parce que c'est galère de demander des financements publics. Mais vous ne pouvez pas dire « Bah non, j'ai un financement ». J'ai bien noté votre question. Hein. Vous ne pouvez pas dire « Bah non, je ne vais pas le demander ». Quand on vous donne une subvention, en France, c'est comme ça, il faut aller la chercher. Et donc, toutes les entreprises vont présenter des demandes de financement. Si vous n'avez pas Calliope, vous ne recevez pas ces demandes. Donc, Calliope, c'est que vous allez pouvoir recevoir les demandes. Après, vous allez peut-être faire l'affaire, ça va être financé, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher après. Il faudra délivrer une prestation de qualité. Mais au moins, vous entrez dans la liste des entreprises qui peuvent être sollicitées. Et vous êtes visible comme tel. Ensuite, Calliope, c'est une identification, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas Calliope, vous n'êtes pas organisme de formation. Vous faites de la formation, vous êtes sous-traitant. Ouais, mais alors, à part certains clients qui vont vous utiliser plutôt comme... Mais c'est compliqué pour vous positionner vis-à-vis d'autres clients. Voilà. Donc ça, c'est Calliope. Après, il faut voir un business plan qui vous permet d'assurer facilement... vous voyez, c'est 60 € par mois. Une fois que vous l'avez pour le maintenir, c'est 60 € par mois. Donc votre business plan doit être compatible avec une dépense de 60 € par mois. Oui. Voilà. Enfin, ça vous permet, tous les 18 mois, vous savez où vous en êtes par rapport à la qualité de la formation. Le référentiel, il évolue. Donc si vous, votre activité de formation, c'est une activité secondaire, là, tous les 18 mois, vous avez un audit et ça vous recale, vous voyez, par rapport à ce que c'est que la formation. Ça va pour Calliope? Je continue. Oui, pardon. Vous avez parlé de sous-traitance. Oui. Moi, en fait, je suis apporteur d'affaires pour des formateurs, donc je leur trouve des notions de formation en entreprise. Oui. Et j'ai beaucoup de formateurs qui, justement, ne sont pas Calliope, Oui. qui font du portage Calliope avec des centres de formation. Oui. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Alors moi, j'ai pas de point de vue, mais le portage Calliope, qu'est-ce que c'est? Le portage Calliope, c'est que je suis entrepreneur et j'ai un organisme de formation qui va facturer la prestation à ma place et va me faire rentrer dans son circuit Calliope pour me faire bénéficier en quelque sorte de sa certification Calliope. Donc, c'est identifié comme une cause de non-qualité par France Compétences. Et donc, France Compétences ne veut plus en entendre parler. Alors maintenant, c'est un process qui perdure, mais France Compétences ne veut pas en entendre parler et va met en place des dispositifs pour que ça n'existe pas. Parce que, alors, par exemple, sur le CPF, c'est interdit, c'est-à-dire que c'est de la sous-traitance en cascade. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a 2 niveaux de sous-traitance. Et donc ça, on n'en veut pas. Voilà. Moi, je n'ai pas d'avis parce que je comprends, ça existe depuis longtemps. Avant, on faisait du portage de NDA. Et donc, vous avez des organismes de formation, vous avez quelqu'un qui veut intervenir ponctuellement
pour un client, il y a un financement, et donc ce consultant, il a un budget à prendre de 10 000 euros, et il ne va pas passer Calliope pour récupérer 10 000 euros. Donc il passe par un organisme de formation. Donc quand c'est fait comme ça va. Après, le problème, c'est que c'est fait, c'est fait de manière systématique, et surtout le commanditaire n'a aucune compétence. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que les sociétés de portage Calliope n'ont aucune compétence, et donc c'est une faille dans la qualité. Donc en fait, ce n'est pas pérenne. Oui, monsieur ? Est-ce que ce raisonnement est valable aussi dans le cas d'une école qui sous-traite ? Non, ce n'est pas pareil, parce que... Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Non, alors, dans une école, il y a le problème de la requalification possible du contrat. C'est-à-dire que l'intervenant, s'il fait beaucoup d'heures, là, il y a le problème de la requalification. Mais sinon, c'est pas tout à fait le problème, parce que je dirais que dans le cas d'une école, ça n'a pas grand sens que... Enfin, ça a du sens, hein, mais l'intervenant ponctuel qu'il est Calliope, ça ne va pas sensiblement améliorer la qualité des prestations de l'école. Mais là-dessus, le problème est moindre, je dirais. Oui, madame ? Excusez-moi, je leur... Oui. Ouais, activité secondaire. Oui. Oui. Ouais, ça va, c'est supportable. Non, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, les consultants... Oui. Oui, si, ça, c'est faisable. Si, oui. En fait, ça a du sens, parce qu'en fait, le consultant... bon, d'abord, il y a deux mondes. Il y a le monde des consultants et le monde des formateurs. Et que donc, à l'extrême, vous avez des consultants qui ne feront jamais de formation de leur vie et qui vous disent « Moi, jamais la formation, j'en fais pas ». Okay, à l'autre extrême, vous avez des formateurs et ils vous disent « Moi, le consulting, c'est pas mon truc, j'en ferai jamais ». Et entre les dents, lapsus révélateur, entre les deux, il y a vous. C'est-à-dire qu'on se dit tiens, quand est-ce que je fais du conseil, quand est-ce que je fais de la formation ? C'est pas évident du tout. Voilà. Et les clients, il y a une demande. Combien de clients vous ont appelé coach ? Combien de clients vous dites là, tu me formes ? Ouais, il y a la perception du client. Bon. Moi, mon point de vue, c'est de dire que, en fait, le problème, c'est que sur la partie consulting, il n'y a aucune structuration possible aujourd'hui. Parce que les consultants, qui dépendent de la direction générale des entreprises, donc les formateurs, c'est la direction du travail, des GEFP, et c'est pas le même ministère. Et en fait, dans ce ministère-là, ils n'ont pas de démarche qualité, et les consultants, les syndicats de consultants, ils ne veulent pas de démarche qualité. Ils en ont une, mais qu'à 40 ans de retard. Bon. Et donc, ils ne veulent pas aller plus loin. Ce qui fait qu'il y a un problème dans le conseil, où il y a des grandes entreprises, à l'inverse de la formation, mais quand on est consultant indépendant, c'est compliqué de développer son business sans faire de la formation, parce qu'à un moment ou à un autre, on a le client qui vous dit « Tiens, j'ai un budget de formation, tu vas le prendre ». Et ce jour-là, il faut une réponse. Et après, il y a un client qui vous dit « Tiens, j'ai une action de formation organisée, est-ce que tu vas le faire ?» Et là, je trouve que pour l'avoir pratiqué, avoir une expérience concrète, et de voir certains consultants qui marchent très bien, le fait d'avoir Calliope, c'est un plus. Mais il ne faut pas être à l'extrême, vous voyez, c'est-à-dire que dans votre philosophie de travail, il faut que la partie formation, ça fasse partie d'une activité que vous considérez comme étant la vôtre. Si vous dites, moi, je ne ferai jamais de formation, ce n'est pas la peine. Vous voyez, moi, je ne fais pas de formation. Ça, ce n'est pas la peine. Par contre, si vous voulez en faire, Calliope, c'est un plus, ce n'est pas très cher, et ça crédibilise. Et beaucoup de consultants, ils utilisent le logo pour se réassurer, vous voyez, consultants indépendants. Ouais. Non, mais c'est l'initial, c'est les premières fois. Non, c'est les premières fois. Après, ça roule. Ouais. Non, c'est les... Ouais. Ouais. On y va. Excusez-moi, il faut qu'on avance. Mais Massimino me... Bon, mais c'est le dernier slide, comme ça après on pourra discuter. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'apporte la certification qualité ? La certification qualité, c'est que vous transformez l'autoproclamation en certification. C'est-à-dire que... Bon,
Calliope ou n'importe quel certificat, il ne faut pas l'utiliser, ou comme un diplôme, il ne faut pas l'utiliser, vous voyez, en le montrant tout de suite au client. Il faut l'utiliser de manière pertinente, il faut le montrer à bon escient. Il y a une communication intelligente. En fait, une démarche de certification, ça va vous permettre de vous positionner. Donc, vous allez avoir l'oreille de votre client. Et là, en fait, vous avez 4 facteurs à traiter. Donc ça repose sur une étude... Oui, j'ai fini. Une étude scientifique. Hein. C'est 1, vous avez compris son besoin. 2, vous avez déjà traité des demandes similaires. Et 3, vous avez l'expérience requise. Et 4, vous êtes motivé pour le faire. La formation, le conseil, c'est une activité où tout va toujours bien et vous devez être motivé et démontrer cette motivation. Donc, pour conclure, 1, il y a une demande forte. 2, mon conseil, c'est de mener une démarche qualité ostensible. 3, se positionner sur les marchés par la qualité. 4, mener une démarche qualité en tant qu'intervenant. 5, créer un organisme. Et 6, adopter une démarche qualité professionnelle. C'est fini, merci. Il faut qu'on parte là ? Ah oui, ben voilà. Merci à vous.